Notre invité ce soir est Arnaud Upinski. Il est épistémologue, mathématicien. Vous avez travaillé sur la réforme des mathématiques. Mais vos travaux, finalement, les plus connus, portent sur l'authenticité du Saint-Suaire de Turin. Arnaud Upinski, bonsoir. Bonsoir, merci. En 1993, vous avez dirigé le Symposium scientifique international de Rome qui a conclu, à travers des actes, un PV, un procès-verbal important, à l'authenticité du Saint-Suaire. Vrai ou faux, relique ou icône, objet de science, objet de foi ou de spéculation, qu'est-ce que le Saint-Suaire de Turin ? Disons que déjà, première question, est-il Saint-Suaire, est-il linceul ? Le Saint-Suaire, c'est la dénomination religieuse, et le linceul, c'est la dénomination scientifique. Et Pie XI, qui était un scientifique religieux, l'appelait le Saint-Linceul. Alors, qu'est-ce que le linceul de Turin ? Le linceul de Turin, c'est un drap de 4,36 m sur 1,10 m qui porte une image empreinte, image d'un homme, et l'empreinte du sang de cet homme, et qui est le film, on peut dire, le film de la passion et, pour les scientifiques, de la résurrection pour les religieux. Donc c'est une image empreinte représentant le visage et l'image de Jésus Nazareth, enfin là nous anticipons, d'un corps, de l'homme du linceul, disons, et puis des empreintes de sang. Alors de Turin, parce qu'en fait il est à Turin, physiquement à Turin. Alors ce linceul est parti de Jérusalem, enfin je vous donne la conclusion, est passé par Constantinople, Lyrée, Chambéry et Turin, mais il est à Turin actuellement. Alors depuis son apparition, le Saint-Suaire est, pour reprendre les mots de Jean-Paul II, une provocation à l'intelligence. Est-ce que on peut évoquer ce linceul alors qu'en 1357, lors de sa première apparition, lorsqu'on découvre ce linceul, l'évêque de Troyes, puisque Lyrée en Champagne, où on l'a découvert, se trouve être dans son diocèse, l'évêque de Troyes, 1357, lui considère que c'est un faux. Donc, le problème est résolu en 1357, fin de ce procès-verbal. Oui, alors on peut dire, très bonne remarque, ça c'est la thèse d'Ulysse Chevalier. Mais quand vous regardez l'histoire de votre famille, vous voyez apparaître quelqu'un lorsque vous regardez les archives. Mais c'est pas parce que vous voyez apparaître quelqu'un à un moment donné qui n'existait pas avant. Donc toute la question que vous posez a été résolue en plusieurs étapes. D'abord, Clément VII est revenu dans une autre bulle, mais nous n'avons pas le temps d'en parler. Mais une étude a été faite, scientifique à l'époque, par ce Sixte IV. Sixte IV, c'est le pape de la chapelle Sixtine. Et son père était tisserand. Et donc, il y a toute une querelle de sang qu'il y a eu pour savoir si le Christ, ça c'est le terme religieux, était remonté au ciel avec tout son sang. Et donc, les résultats scientifiques ont conclu à l'authenticité en 1473, et les conclusions de ce fait ont été tirées par Paul II par la consécration d'une liturgie. Et donc ça, c'était la partie, mais qui ne nous intéresse pas spécialement. C'est-à-dire que le linceul, justement, est un authentique au 2e degré, c'est-à-dire qu'il agit par sa propre autorité. Et donc il fallait qu'il y ait une démarche scientifique, d'où l'objet du Symposium de Paris et de Rome, pour, à partir de l'objet, considérer d'abord l'état scientifique. Il y a un objet, donc il a un générateur, c'est la méthode qui a été mise en œuvre au Symposium de Paris, donc il existe, personne ne peut le nier, donc il a un générateur, il a été fait par quelque chose, personne ne peut le nier, et il y a 5 cas. Ou c'est un artiste, c'est la thèse notamment d'Ulysse Chevalier et d'autres, vous prenez, c'est la thèse évidemment que vous avez relatée tout à l'heure, un artiste, bon mais si c'est un artiste, comment cela a été fait, ou bien c'est un faussaire, ou bien c'est un authentique cadavre, ou bien c'est le cadavre que l'on peut identifier, Jésus de Nazareth, c'est ce PV, et après on peut aller encore plus loin, est-ce que c'est un linceul qui tient compte d'un événement qui est relaté dans les évangiles sous le terme de résurrection. En 1357, quand l'évêque de Troyes dit que c'est un faux, pour quelle raison dit-il ça ? Par méconnaissance, par peur, par crainte, par peur du scandale ? Nous n'avons pas besoin de cette hypothèse, comme était dit. Disons que les scientifiques ne s'intéressent pas, puisque les historiens, si vous voulez, c'est une bataille. Le linceul de Turin, c'est une bataille à 4 coins. Il y a d'un côté les artistes, il y a de l'autre côté, il y a les scientifiques, et il y a des historiens et des religieux. Et en gros, pour schématiser, les grands contestataires, et on est dans le cadre de la lettre au pape François, les grands contestataires de l'authenticité sont des religieux, et ceux qui voient au fond des choses, c'est-à-dire les artistes, les vrais, et les scientifiques, ont conclu à l'authenticité
parce qu'ils ont une méthode. Alors, en fait, il est authentique de 1400 jusqu'en 1898, où là, Secondo Pio publie une photographie, et là, tout va redémarrer, une photographie du linceul dont le négatif offre les qualités d'un positif. Et en fait, cela relance la foi, mais cela va aussi relancer des spéculations autour de ce linceul. Oui, alors, comme vous l'avez dit, je vous rappelle d'ailleurs, pour ne pas oublier tout à l'heure, qu'il y a toujours une liturgie du Saint-Suaire qui est célébrée actuellement. Bon. Et donc, à partir, mais il a toujours été considéré comme authentique, parce qu'il y a toujours ceux qui considèrent qu'ils ne le sont pas. Je vous dis que Clément VII, dès juin 1390, est revenu sur sa décision, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Et donc, son statut officiel, c'était la relique la plus insigne de la chrétienté, notamment en 1898. Mais ce qui se passe en 1898, au moment où les reliques, notamment avec Renan et d'autres, commençaient à perdre, j'allais dire, de leur prestige, on peut utiliser le mot qu'on veut, à partir de ce moment-là commence vraiment l'ère vraiment scientifique, moderne, du linceul. C'est-à-dire que Segundo Pia prend une photo et voit que ce qu'il considérait comme un positif est en fait un négatif, et le négatif d'un négatif est un positif, et nous reviendrons sur le modèle logique du linceul de Turin qui oblige à faire une double inversion, qui n'est pas si facile que ça, et à partir de ce moment-là, il sait que c'est un négatif parce que dans toute photo, toute personne a fait l'expérience, on différencie le négatif du positif. Et c'est le visage qui est expressif, et l'Observatore Romano de l'époque, donc en 1898, a dit, il nous a été donné pour la première fois de voir le visage du divin Rédempteur. Et bien entendu, la représentation des images est une chose importante, puisque vous savez que certaines religions n'en veulent pas, et le catholicisme est la seule religion, si j'ose dire, qui a vraiment la photographie de son fondateur, certifiée par la science. Alors avec cette photographie, que voit-on ? Il faut retenir deux choses. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le linceul, je répète, c'est le linceul dans lequel Jésus de Nazareth a été enveloppé à la descente de sa croix, je vous donne la conclusion, et on voit d'une manière très floue la silhouette d'un personnage, d'un visage, donc on voit d'un corps, et on voit, alors ça c'est en négatif, et en positif, on voit évidemment des plaies de sang, on voit du sang. Bon. Et alors, d'ailleurs, c'est très flou et léger, je crois que certaines personnes l'ont vu, et donc il a fallu tout le travail de la science pour savoir, effectivement, si c'était un authentique ou un faux, et pour révéler, parce que c'est un objet technique qui a révélé vraiment le visage, l'authentique visage, avec des propriétés tridimensionnelles de Jésus de Nazareth, en renforçant les images, et donc déjà, ça donne un renseignement sur la nature de cette image, qui est une image automatique. Puisque, en prenant un objet, on restitue l'inversion des valeurs. Et le linceul de Turin oblige à un exercice intellectuel qui est en rapport avec la logique du monde contemporain. C'est que pour comprendre le linceul de Turin comme le monde contemporain, il faut faire une double inversion des valeurs, le clair, le traduire en foncé, et des positions. Ce qui est à droite, sans jeu de mots, doit se retrouver à gauche, et réciproquement. Et donc ça, déjà, sur ce seul point, tout le monde comprendra que ce n'est pas l'attitude d'un faussaire, normalement, de donner des propriétés à un objet qui ne sera vraiment compris qu'au XXe siècle. Alors, Arnaud Lipinski, c'est là que la question, quand même, se pose pour l'humble personne que je suis, c'est qu'à partir du moment où on découvre le vrai visage du Christ, c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est un faux, de manière très forte. Et on va arriver un siècle plus tard à une étude au carbone 14 qui va indiquer finalement que tout ça date du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on a fait un faux pour le XXe siècle. Ce qui est très important, le linceul de Turin, c'est une école d'intelligence. La sienne et celle de ses interlocuteurs. Le grand faux de ceux qui ont contesté l'authenticité du linceul dès le départ, et nous aurons peut-être 2 minutes pour parler du British Museum, c'est que par leur position de négationnisme de l'authenticité du linceul, ils ont révélé que tout de suite, comme l'a dit quelqu'un comme Broche, ils se sont dit, si ce n'est pas un trucage, c'est un miracle. Ils auraient pu dire, ce qui était l'attitude normale de l'intelligence, ah, enfin, nous avons le linceul de cet imposteur, et ça prouve qu'il est mort. Mais ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose de plus que la mort. Je vous rappelle que le linceul de Turin, c'est la pièce à conviction du plus ancien procès des temps, depuis 1000 ans, qui est au cœur de notre civilisation. C'est le dernier chapitre des évangiles. Les disciples disent qu'il est ressuscité,
Et vous avez le grand Sanhédrin qui dit ses disciples ont retiré le corps. Et le linceul de Turin, la science du XXe siècle, permet de départager les deux camps. Et donc ce camp se remanifeste en 1898, et certains qui tout de suite voyaient que l'enjeu, c'est le message, l'authenticité du linceul de Turin n'a aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. C'est très bien, vous avez un hydraulique, mais vous avez un vêtement de vos parents, ça n'a aucune importance. Enfin, c'est bien, mais il y a un message codé. Et ce qui est intéressant, c'est que les négateurs ont tout de suite compris que ou c'est un faux, le plus grand faux de tous les temps, si on peut dire, ou bien il donne un message qui est en rapport avec les évangiles. Ce que vous voulez me dire, c'est que les scientifiques n'ont pas fait une démarche de scientifique, mais une démarche politique. Non, idéologique. Ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas les scientifiques. Ah, c'est le British Museum, parlons-en de Alors, parlons le British Museum. Le British Museum. On est, comment dire, on peut dire que la gloire de l'authenticité, c'est le carbone 14. Une des meilleures preuves de l'authenticité, c'est le carbone 14 et c'est le British Museum. Alors, puisque vous mettez sur la question, mais alors pourquoi ? D'abord, un faux, c'est très compliqué, un faux. Vous le voyez avec les billets de banque, l'euro, il y a toujours quelque chose. Vous prenez une lettre, il y a toujours une virgule qui manque dans un coin. Donc un faux doit être authentiquement faux, c'est-à-dire de n'avoir aucune trace de faux. Or, si la datation carbone 14 a été rendue nécessaire, et comme le disait donc Poincaré, ce qui est important dans une partie d'échecs, c'est de savoir pourquoi un joueur déplace une pièce plutôt qu'une autre. Pourquoi est-ce qu'il a fallu la datation carbone 14 ? Je m'empresse de le dire, demandé par le Vatican. C'est le Vatican qui l'a demandé. Très important. Eh bien, parce que personne n'avait trouvé de faux, et notamment l'excellent travail du STURP, des équipes du STURP, avait montré que ce n'était pas une peinture. Donc tout convergeait, selon l'expression, vers l'authenticité, catastrophe. Il fallait arrêter. Et le carbone 14 a arrêté. Alors non, il n'a pas arrêté du tout. Justement, c'est le triomphe pour la raison suivante. D'abord, le carbone 14 prouve qu'il n'y a aucune trace de faux. Donc le carbone 14 prouve que c'est un authentique. Il ne faut pas confondre faux, avec le fait, la datation. Un objet du Moyen-Âge n'est pas forcément un faux. Donc le carbone 14 dit c'est un linceul, mais il date du Moyen-Âge. Mais il reconnaît que c'est un linceul, c'est ça, voilà. Si j'ai bien compris. Donc il reconnaît que c'est un authentique, c'est pas moi qui le dis, c'est Tite. Bon, donc Tite, qui était le directeur de laboratoire du British Museum, qui certifiait les trois datations, nous a écrit, c'est dans ce livre, le procédé, a écrit « Je n'ai jamais dit que c'était un faux ». Et ils avaient organisé au British Museum un grand procès du linceul qui s'appelait Fake, the Art of Deception, faux, l'art de la duperie, dans lequel le linceul était au centre. Et ils avaient commis l'erreur, le faux pas, c'est ce que j'ai écrit à Tite, ils avaient fait un faux pas, de mettre le linceul en position d'accusé. Et dans la 4e page de couverture, ils avaient dit qu'est-ce qu'un faux, comment est fait un faux, est-ce que les faussaires de l'homme de Pildogne et l'homme du linceul de Turin avaient les mêmes objectifs. Nous l'avons écrit, vous n'avez pas le droit de dire que c'est un faux. Et ils ont changé la couverture. Donc ils ont montré que c'est un authentique. Mais je dis pour les téléspectateurs qui nous écoutent, quand vous avez une représentation authentique, une photo authentique d'un événement, infalsifiable, et le linceul est infalsifiable, c'est que le support a l'âge de l'événement. Or, l'événement, l'authentique que reconnaît le British Museum, représente, personne ne le conteste, finalement, la passion. Et le fait important, c'est l'impression sans retrait sans contact, c'est-à-dire que le phénomène qui explique à la fois l'image et le sang, qui explique comment le cadavre est sorti de cette enceinte, comme dans le mystère de la chambre jaune, c'est une dématérialisation du corps. Et c'est cette dématérialisation que personne n'a contesté dans ma démonstration, personne n'est venu sur ce non-arrachement des fibrilles de lin et de fibrines de sang, personne n'est venu. Oui, mais alors, comment expliquez-vous, parce que j'ai toujours pas ma réponse, que le carbone 14 ait conclu que le linceul datait du Moyen-Âge ? Eh bien, le génie, c'est de ne pas avoir besoin d'en tenir compte. Parce que si on date un tibia de votre grand-père d'une date absurde, eh bien, vous avez des personnes qui se disqualifient. Mais je vais vous rentrer dans la problématique, on va en parler 2 minutes. La question c'est pourquoi est-ce que le carbone 14 n'a pas donné la bonne date ? Pourquoi ? Je l'ai exprimé. J'avais dans la salle quelqu'un comme Tite, au symposium de Paris. Mike Tite. Bon, j'ai fait ma démonstration pendant 1h30, qui a conclu à 3 choses. Premièrement, le linceul de Turin est scientifiquement authentique au 3e degré par défaut. Deuxièmement, la datation au carbone 14 est scientifiquement fausse. Et troisièmement, l'hypothèse du faux médiéval ne peut pas être constituée. Il est venu à la tribune pendant 1h30. Il n'a absolument pas contesté ma démonstration. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est que le carbone 14 ? Ce n'est pas scientifique, le carbone 14. C'est une technique.
Les gens confondent la technique et la science. C'est une technique, on mesure un certain nombre de choses, mais c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui se promène avec un appareil compliqué que le résultat est juste. Ça, c'est le sophisme le plus important. Or, tout commence dès le départ. Je l'ai ici. Quel est le niveau de signification de la datation carbone 14 ? D'après le propre article de Nature. Vous savez quel est le degré de signification ? 5%. Est-ce que vous accepteriez qu'on répare votre moteur en disant il y a 5% ? Donc dès le départ, si vous voulez, il y a une distorsion. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris d'autres témoins ? Bon, donc on sait que, moi j'ai fait de la certification toute ma vie, des certificateurs normaux n'auraient jamais accepté les résultats. C'est-à-dire que la chaîne d'évidence a été rompue, les laboratoires ont parlé entre eux, il y a 13 raisons déjà qui ont été données de refuser, normalement avec ISO 9000 vous auriez refusé, et le pire c'est qu'ils n'ont pas voulu donner leurs données de base. Donc le carbone 14 est mort, nul et la nu, et dernière chose quand même, c'est que le linceul de Turin, on sait quand même voir une image, a été... Sa représentation est connue à la fin du XIIe siècle par le Codex de Près, a été décrit à Constantinople et est représenté sur les images, les pièces de monnaie de Justinien II et dans toute l'iconographie. Bon, donc c'est... Donc il était connu avant le Moyen-Âge. Bien entendu. Parfait. Et c'est le même, mais identifié. Arnaud Pasquier, alors, je poursuis. Est-ce qu'on ne peut pas dire, et on va faire le plus vite possible, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est faux, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de linceuls qui se sont promenés dans le monde et que beaucoup étaient faux ? Mais c'est comme si... Autrefois, il y avait un original, et comme l'original était prestigieux, il était reproduit. Il y avait des copies. Mais je crois que là, on sort un peu du sujet, c'est qu'on est en train de refaire le symposium. Et c'est justement pour ça qu'il fallait une méthode pour conclure, parce que sinon, c'est le café du commerce, chacun pose des questions, et donc nous avons réuni les gens qui ont qualité pour parler, qui ont qualité, c'est-à-dire que nous avons réuni avec le CIELT, l'ensemble de la communauté scientifique internationale, comme il y a eu un parlement ou autre chose, tous ceux qui pouvaient parler. Personne n'a été exclu. Et pour conclure, et le symposium de Rome a conclu à l'authenticité à Rome. J'ai bien compris. Vous ne doutez pas de la reconnaissance scientifique du linceul. C'est la science. Non, les gens ne savent pas ce que c'est la reconnaissance scientifique du linceul, je vous l'accorde, vous la considérez comme acquise. Non, c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi. C'est les gens qui ont qualité pour parler. Parfait. C'est exactement comme un médecin qui a son certificat de médecine. Vous profitez de l'ostension du linceul qui se déroule actuellement, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, pour écrire une lettre au pape François. Et alors, quelle est votre demande au pape ? Alors, qui lui s'y rendra le 21 juin prochain, à Turin. Donc nous rentrons dans les choses sérieuses. C'est-à-dire que la page de l'authenticité est terminée, plus personne n'a contesté, plus personne ne peut contester. Donc maintenant, une société a besoin de vérité. Bon, nous sommes dans une époque de négationnisme total. À l'école, on ne sait même pas écrire. Tout est contesté dans tous les domaines. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est vrai ? Donc, les médecins sont authentifiés. N'importe qui ne peut pas être médecin. Ça marche bien. Et le linceul de Turin, évidemment, est l'objet le plus important parce que nous sommes à une époque de doute de tout. Bon, il y a eu l'ombre d'un doute avec Franck Ferrand, qui a fait croire, qu'il l'a dit, ça se dit, on a le droit de le dire, il n'y a pas de procès ni rien, on a le droit de dire que finalement le linceul de Turin a été fait par des chrétiens qui ont crucifié quelqu'un. Donc, quand j'ai appris que le pape François allait aller à Turin le 21 juin, eh bien, au même moment, nous avions entendu que c'était un acte criminel. Comment peut-on faire un face-à-face du vicaire avec... pour lui, le Christ, en ne sachant pas si c'est le Christ ou un repris de justice ou un trahi. Donc il faut savoir ce que c'est. Bon, il n'est pas possible de rencontrer quelqu'un, si je peux dire, symboliquement ou autre, sans savoir qui c'est. Or, il a été annoncé qu'il irait vénérer. On ne peut pas vénérer, il est devant un empêchement, un impingement, comme disait, c'est-à-dire que si c'est un faux, il ne peut pas le vénérer. Si c'est criminel, il le peut encore moins. Mais s'il est authentique, comme il y a du sang, il doit l'adorer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la liturgie. Vous prenez la liturgie de la messe, par exemple, on vénère l'autel, il y a des reliques, des reliques qui sont éventuellement des saints, mais quand vous avez l'élévation, c'est pas moi qui le dis, c'est la liturgie, il y a l'adoration du sang et l'adoration du corps. Donc si vous avez la duplicité qui consiste à convoquer des personnes en laissant croire implicitement, explicitement, tout ce qu'on veut, que c'est une chose, alors que dans le monde entier, on continue à dire que c'est un objet criminel, et sans répondre, eh bien ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable de la part de la chaire de vérité. Alors la demande, c'est tout ça, elle est simple. Donc la demande, dans la lettre que j'ai adressée au nom de la communauté scientifique, parce que c'est pas moi,
Ça m'est absolument égal. C'est quand vous certifiez. J'ai fait de la certification toute ma vie, c'est pas moi qui certifie. C'est la science, la technique. Et si on se trompe, quelqu'un vous le fait savoir, mais une fois que les choses sont établies, ce n'est plus vous qui parlez, c'est la science, c'est l'autorité. Donc vous dites au pape, et vous, que dites-vous que je suis en regardant ce linceul? C'est ça que vous lui posez? C'est pas moi qui le dis, j'allais dire, c'est une phrase de Jésus de Nazareth, et c'est le linceul la question qu'il lui pose. Et c'est la question qui a été posée à tous les scientifiques. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui se sont dit, effectivement, c'est un faux. Bon, qui sont allés le voir, et chacun a interrogé le linceul sur sa spécialité. Le photographe se dit, est-ce que c'est une photographie? Bon, l'artiste dit, est-ce que c'est akeiropoietos, etc., etc. Et donc, la question que pose Jésus de Nazareth, c'est évidemment la question de l'authenticité de soi. Qui dis-tu que je suis? Or, bien entendu, comme les autres papes, le pape François sera bien obligé de dire quelque chose, mais il ne peut plus, après cette lettre, je vous rappelle, faite au nom de la communauté scientifique internationale, c'est Alain Nadler qui a dit c'est du 100 à 100%. Il ne peut pas aller en ne tenant pas compte du fait que ou c'est un faux, ou c'est un objet criminel, ou c'est authentique. Et à ce moment-là, le but de cette lettre, c'est évidemment le débat scientifique contradictoire, c'est que la chaire de vérité, si elle refuse au monde entier de dire ce qu'est cet objet, eh bien effectivement, c'est un déni de vérité. Si j'ai bien compris cette démarche, c'est cette fois-ci, au-delà de la reconnaissance scientifique de ce linceul, la reconnaissance de l'authenticité religieuse que vous demandez. Alors, mais est-ce que c'est urgence absolue? Alors, l'authenticité... Est-ce que vous avez évoqué cela, et c'est moi qui vais vous couper, comme une urgence absolue, mais l'Église considère que la foi chrétienne ne relève pas du domaine de la preuve. Le linceul n'ajoute rien à la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, bon, très bonne formule. D'ailleurs, la phrase réelle, si vous voulez... Si on veut suivre d'une manière un peu humoristique, donc Jésus de Nazareth serait venu, il aurait fait des miracles et d'autres choses pour rien. Finalement, c'est pas la peine de voir. La vraie phrase, c'est pas ceux qui croient sans avoir vu, c'est ceux qui croient sans m'avoir vu, et il s'adresse aux disciples qui n'ont pas cru. Les disciples qui, eux, avaient vu. Or, la phrase « Jean vit et il crut » s'explique scientifiquement maintenant parce que, qu'est-ce qu'il vit, Jean ? C'est Jean qui arrive devant le tombeau. Jean, il a besoin d'une preuve. Il n'y a que les malades mentaux qui n'ont pas besoin de preuves. D'ailleurs, les gens qui veulent un chèque veulent une preuve. Dans les choses sérieuses de la vie, ils veulent des preuves. Donc quand les gens vous disent qu'ils n'ont pas besoin des preuves, c'est que vous avez affaire à des gens, finalement, des imposteurs. Donc Jean arrive devant le tombeau, Jean, il n'est pas seul. Et très étonné, parce que je vous rappelle que c'est toujours les femmes d'abord. Les femmes ont vu, effectivement... l'ange, je vous rappelle cet évangile, et ils n'en croient pas. Bon, ils arrivent, ils ont besoin de voir. Et là, que voit Jean ? Il voit les linges qui n'ont pas bougé, il les a laissés dans un certain état, donc notamment avec des liens, et il voit que les linges se sont affaissés et que le corps a disparu. Et il se rappelle ce qu'avait dit Jésus, vous n'aurez qu'un seul signe de Jonas, qu'un seul signe, c'est le signe de Jonas. Alors le signe de Jonas, scientifiquement, c'est le fait pour un corps de sortir d'une enceinte d'une manière inexpliquée. Et à ce moment-là, il vit et il crut par rapport au signe de Jonas. Et ce signe, ce qui est intéressant, parce que dans le linceul, il y a la partie scientifique, et puis après on chemine, quand vous interprétez le linceul par rapport au texte, en vous disant pourquoi ce linceul est-il visible aujourd'hui, eh bien vous voyez que c'est un message qui est envoyé maintenant, de même que la double inversion, le linceul de Turin nous invite à faire une double inversion par rapport au monde actuel, qui est un monde d'aversion totale, un monde qui marche à l'envers, et donc il nous dit, vous n'aurez qu'un seul signe, vous, maintenant, de Jonas. Et c'est là qu'intervient ce que les chrétiens appellent l'économie de la révélation, pour comprendre pourquoi cet objet est visible maintenant. Bon. Et donc, on a affaire... Donc, ce qui est important, maintenant, c'est que l'authenticité du linceul, je vous dis, n'est pas important. Ce qui est important, c'est que cette lettre est le fer de lance de la solution du problème qu'a la chrétienté. C'est-à-dire que tout le monde doute de tout, et au moment où tout le monde doute, il y a une apostasie générale, scientifique, intellectuelle, scolaire, un niveau qui essaie de descendre, une apostasie. À ce moment-là apparaît la preuve absolue, qui aurait étonné des gens comme Bossuet. Bon, cette preuve absolue, qui est à la mesure du délabrement. Et ce linceul donne la réponse à la chrétienté, elle s'adresse à la chrétienté. L'Église n'est qu'une partie de la chrétienté. La chrétienté, c'est un fait politique, historique, c'est un fait culturel, c'est un fait intellectuel qui existe. Et la pierre angulaire, la clé de voûte de la chrétienté, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre civilisation qui est placée. C'est la vérité pour l'écrivain. C'est la vérité pour la justice, en principe. C'est la vérité religieuse. C'est la vérité qui caractérise la civilisation chrétienne. Et là, si la chair de vérité ne dit pas la vérité et s'en tire par des formules
comme celle qu'on pouvait peut-être justifier avant cette lettre, à ce moment-là, c'est le négationnisme de base du fait fondateur. Et je tiens à dire tout de même une chose, c'est que ce fait a dû quand même frapper assez les imaginations, puisque même M. Valls, le garant de la laïcité, quand il écrit, c'est après Jésus-Christ. C'est-à-dire après le fait de la résurrection, c'est-à-dire après la photographie qu'a pris le linceul de Turin. C'est un fait, je reconnais, incroyable, impensable, mais attesté par la science, c'est que le linceul, c'est le film, comme dans un roman policier, c'est le film qui, depuis la descente de la croix, a tué. Et le moment précis est là. Et donc les légateurs, si vraiment ils étaient sérieux, et s'ils y croyaient eux-mêmes, ils diraient « Attendez, on va bien l'étudier. Et je vais vous prouver que justement, cette photographie, ce film, cette pièce à conviction du moment fondateur de notre civilisation prouve qu'il est mort. » Or, ils sont tellement peu convaincus qu'il est mort, et que le linceul voit, qu'ils font des diversions, des adaptations folkloriques, parce que c'est du folklore, maintenant le Carmen XIV. Même Ramsay, le propre directeur du laboratoire, dit bon, il y a peut-être eu une petite pollution. Enfin écoutez, on connaît ça. De toute façon, elle n'était pas valable dès le départ, elle donne un résultat faux, elle est contestée par les faits, ils n'ont même pas voulu être interdisciplinaires. Voilà. Donc, le 21 juin prochain, vous serez à Turin quand le pape y sera. Alors oui, donc il y a une conférence de presse qui va être faite. Le point important que doivent retenir les auditeurs, c'est vénérer ou adorer. Donc, ce qui va être, je veux dire, acté, c'est est-ce qu'il va vénérer, adorer, et surtout, est-ce qu'il va adorer, et est-ce qu'il va dire la vérité. Je suis venu voir l'authentique, il va parler comme parlait Jean-Paul II, ou parler, disons que Pie XI, c'est l'authentique, c'est les mots, il faut qu'il y ait le mot authentique, vous voyez, authentique, relique de la passion et de la résurrection. Et s'il ne le dit pas, puisque vous m'avez demandé peut-être après de parler clair, eh bien il se disqualifie. Pourquoi ? Parce que chacun de nous, dans son devoir d'État, doit remplir sa fonction. Or, la chaire de vérité, ou j'ai rien compris, doit dire la vérité, et par rapport aux propos qui sont donnés, il n'y a plus aucune raison. On peut dire qu'il fallait attendre, il n'y a plus aucune raison, ou s'il y a une raison, il faut la dire. Or, Jean-Paul II a demandé aux scientifiques de faire le travail a été fait, c'était depuis 1993, maintenant le délai de prudence devient de l'imprudence parce que notre civilisation est en train de mourir, elle est en train d'être détruite par un déni de vérité caractérisé. Donc, le linceul doit être, c'est la pièce géopolitique, c'est le maillon qui doit permettre de remonter à la vérité, et c'est donc sur cette ligne que doivent s'aligner, si je peux dire, toutes les autres vérités qui sont actuellement déniées. Voilà. Merci d'être venu à TV Liberté avec la passion qui vous anime, que je connaissais. Et pour vous rappeler que donc l'Ascension se déroule jusqu'en juin à Turin, et que la dernière Ascension était en 2010, et que l'authentique relique de la Passion de la Résurrection avait attiré plus de 2 millions de personnes. Et la lettre se trouve, on peut la trouver en marquant l'intolérable ambiguïté sur le linceul. Merci.